Bonjour à tous, nous allons démarrer le webinaire. Il est 14h32, on a attendu les toutes derniers arrivés. Donc merci à tous de participer à ce webinaire sur le sujet de la gouvernance multi-hybrid cloud. Je vais tout de suite vous présenter nos deux intervenants. Donc vous avez premièrement Jean-Paul Alibert, président de T-Systems France, puis François Baronger, Chief Technical Officer, qui va discuter débattre de ce sujet et évidemment prendre toutes vos questions auxquelles on répondra à la fin. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat de l'outil Zoom. On pourra vous y répondre. Si c'est des questions d'ordre technique, on vous répondra de façon discrète pour vous aider. Et par contre, c'est des questions qui, sur le sujet, on les prendra toutes à la fin de la présentation qui va durer une quarantaine de minutes maximum. Donc, on utilise la plateforme Zoom. Juste un petit mot sur cette plateforme. Elle est assez performante et on s'est évidemment assuré que tout soit sécurisé pour protéger vos données personnelles. Donc, il n'y ait aucune crainte là-dessus. Jean-Paul, à toi la parole pour aborder le sujet de la gouvernance multi-hybrid cloud. Merci Christophe et bonjour à tous. Effectivement, c'est un sujet qui est dans la tête de tous nos clients, j'allais dire la majorité, mais non tous nos clients. Et c'est un sujet qui nous est mis sur la table très régulièrement, et ce, dans toutes les tailles d'entreprise. On accompagne la majorité des très grandes entreprises, mais aussi des entreprises de taille plus réduite, on va dire 1 milliard et au-delà en chiffre d'affaires. Et c'est un sujet qui revient systématiquement. On pourrait penser, vu l'âge du cloud, qu'il est derrière, mais en fait, l'offre et les besoins évoluent tellement que la gouvernance est sans arrêt un sujet qui est remis sur le tapis. Alors, il y a plusieurs approches, plusieurs cultures, plusieurs marchés par rapport à ça. Et finalement, on trouve de vrais questionnements et puis aussi des réponses peut-être un peu rapides. On en a repris deux, alors évidemment en étant un peu provocateur sur le fait qu'on voit encore, et y compris dans des entreprises importantes, des DSI et peut-être plutôt d'ailleurs des directions générales qui disent non, le cloud c'est pas pour nous, nous on veut les données chez nous, on veut rien lâcher, trop dangereux, etc. En oubliant les avantages du cloud, ce que ça permet d'amener au métier et globalement à l'entreprise. Et on a eu parlé, il n'y a pas si longtemps que ça, de darwinisme digital pour les entreprises qui n'évoluaient pas vers le digital, vers beaucoup plus d'agilité et réduire les time to market et donc être à risque de ce point de vue-là. Et puis à l'autre opposé, il y a ceux qui disent, moi dans 2 ans, j'aurais tout mis chez un tel. 80%, ça nous paraît aussi un peu excessif et on va voir pourquoi. Donc les situations sont différentes, les cultures sont différentes, l'offre est de plus en plus variée, n'est pas encore suffisamment mature justement pour imaginer tout mettre dans le même cloud. Le résultat, c'est que, on le voit sur ces deux graphiques, les études montrent, d'où qu'elles viennent, d'ailleurs on aurait pu mettre au moins 5 ou 6 études différentes, montrent que oui, bien sûr, le cloud public est en très forte croissance et d'ici 2022, de 18 à 22, ce graphe montre bien qu'on a une forte croissance de l'ordre d'un doublement pour le cloud public, mais aussi plus 50% sur le cloud privé. Et ça confirme un chiffre qu'on voit par ailleurs, qui est que 90% des entreprises, à l'horizon 2022, vont être en multi-hybride cloud. Et c'est ce que vous voyez sur la partie droite, avec un mélange de cloud privé, de cloud public, de cloud hybride, en essayant d'aller chercher sur le marché ce qui correspond le mieux à leurs besoins, et donc à répondre aux différents sujets de sécurité et de compliance, de localisation de données, de risque, de coûts, de latence, et tous les sujets justement dont on va parler aujourd'hui. Next. Et donc, ce qui est important, c'est de mettre en place une gouvernance qui va
préparer les choix, mais pas les choix une fois pour toutes, les choix dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, et évidemment permettre aussi d'avoir une gouvernance opérationnelle de ces choix pour pouvoir les remettre en question et évidemment les mettre en application opérationnelle en permanence. Alors, on a un petit atelier là, qui permet à nos clients de se positionner justement sur la maturité par rapport au sujet du cloud, sachant que la maturité, elle est aussi variée non seulement au sein d'un secteur d'activité, mais au sein d'une entreprise. On voit beaucoup de nos clients, grandes entreprises, qui ont des métiers tellement différents que finalement, le niveau de maturité et le besoin, les deux étant évidemment très liés, va varier d'une partie de l'entreprise à l'autre. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va falloir en tenir compte dans la gouvernance et évidemment dans les choix. Ce qui est important, c'est que ces choses-là soient identifiées, les critères soient identifiés, les axes et les offres soient bien clarifiés, que le catalogue de services soit défini et donc que la gouvernance soit mise en place en partant de critères qui vont être communs, partagés. Alors sur la partie droite, vous voyez évidemment un certain nombre de sujets importants et donc sur lesquels on va revenir. Et donc en fonction des besoins, par métier, mais aussi au sein de l'IT elle-même. On sait bien à quel point les besoins de cloud sont différents selon qu'on parle du legacy ou de tout ce qui est portail, digitalisation, etc. Il va falloir mettre en place les bons critères et la bonne gouvernance. Next. Et donc derrière ça, il y a tout un tas de challenges. Et le but de la gouvernance, c'est justement de bien intégrer ces différents challenges et de faire en sorte de maîtriser la consommation du cloud de manière générale, quels qu'en soient les usages. Alors le premier, qui est en haut à gauche, c'est les coûts. L'une des principales promesses du cloud, c'est évidemment de réduire les coûts, mais pas forcément de réduire les coûts unitaires, et puis pas forcément de réduire les coûts par VM, et pas forcément de réduire les coûts tout le temps. Ce qui est important, c'est justement d'avoir le bon usage du bon cloud en fonction de ses besoins de variabilité, de volume, etc. Et de bien maîtriser ça et d'avoir des contrats qui soient à la fois très transparents, très clairs et très simples à faire varier dans le temps. Sans aller d'ailleurs jusqu'à des fantasmes de type consommation à la minute, qui était une des promesses initiales du cloud, si vous vous en rappelez, où ça fait peut-être du sens sur le calcul intensif ou des choses comme ça, mais où finalement on a fini par revenir à beaucoup plus de raison avec des engagements où nous on pense que le mensuel est la bonne maille entre la complexité et l'optimisation. Ce qu'il faut évidemment, c'est que les développeurs adoptent et évidemment soient efficaces. Alors on pense évidemment au DevOps, mais pas que. Ce qui est important, c'est que, y compris pour le back-office, le cloud rende les choses encore plus simples et au moins ne les rend pas plus compliquées. Donc, comme on l'a dit, hein, pour longtemps encore, plusieurs clouds, plusieurs formes de cloud, plusieurs topologies de cloud, et François va en parler juste après. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un management vraiment opérationnel de ces différentes plateformes sous tous les angles, qu'ils soient techniques, financiers, etc., SLA, bien sûr. Et donc, il faut avoir des services managés qui soient les plus optimisés possibles et, si possible, les plus consolidés possibles, et d'un point de vue outillage, et évidemment d'un point de vue process et compétences. On voit trop souvent arriver la conformité, pour ne pas dire compliance, et tout ce qui tourne autour évidemment de la sécurité et des certifications qui vont avec, très tard dans la réflexion des clients, voire parfois après les choix. Et donc il ne faut pas oublier que selon les secteurs d'activité, qu'on soit, je sais pas, goods avec le GXEP, qu'on soit données de santé, qu'on soit B2C, automotive, qu'on soit énergie, qu'on soit évidemment finance, il y a des normes du métier qui peuvent être impactées par les solutions qu'on va prendre, qu'elles soient de mode SaaS, de mode
plateforme as a service ou IaaS. Et donc, il faut évidemment bien prévoir ça. Ne pas oublier aussi l'impact et les types de services dont on va avoir besoin pour les certifications de type SOX, qui sont moins sectorielles, mais qui sont évidemment très importantes pour toutes les entreprises cotées. Donc, il faut aussi que cet aspect de la gouvernance soit identifié en amont. Je ne parle pas, mais évidemment, c'est sur la table de tout le monde, d'une plus ou moins grande sensibilité au Patriot Act, au Cloud Act, aux Russes, aux Chinois et aux mafias. Et il est évident que c'est aussi à considérer dans les choix. Et puis, bien évidemment, l'enjeu de mettre en place une gouvernance, c'est qu'elle soit partagée et que cette gouvernance partagée, du coup, soit bien utilisée pour éviter soit une consommation trop rigide, soit une consommation non maîtrisée des différentes formes de cloud. Et puis, on l'a dit au début, la variété des scénarios d'usage est importante et il est clair qu'il faut absolument que la gouvernance et les choix tiennent compte des besoins de l'ensemble de l'entreprise pour pouvoir en garantir la cohérence. Merci Jean-Paul. François, peut-être ce serait intéressant de revenir sur quelques définitions. On parle de multi, d'hybride, de SaaS, PaaS. Est-ce que tu pourrais recadrer un petit peu le débat? Alors, tout à fait, je vais essayer de redéfinir ce qu'on entend par multi-hybride. Effectivement, donc là, vous avez sur le schéma tout simplement posé différents types de cloud, qui soient publics, qui soient private ou qui soient plus habituels aussi on-premise ou edge. Donc, que je l'ai dans mon propre data center, que je l'ai externalisé chez un fournisseur de data center ou un fournisseur de cloud public. Et on reviendra sur les différents éléments du schéma. Mais ce qui compte, c'est bien dans le mode multi-cloud, ce mélange en fait de différents usages et de différentes typologies de cloud. Donc, que ce soit de l'infrastructure as a service, du IaaS, que ce soit de la gestion de conteneurs, du CaaS ou de la plateforme as a service, où je vais aller consommer de la base de données ou du middleware, ou carrément du mode SaaS, où là j'utilise un outil de CRM par exemple, ou de gestion des notes de frais, ou que sais-je, directement sans avoir à me préoccuper ni de licence, ni d'installation. Je consomme simplement le service. Donc, si je fais ça sur ces différentes typologies et topologies de cloud, je suis dans le mode multi-cloud, où vraiment je prends à gauche, à droite, le service selon mon besoin. Et par contre, next, je suis en mode hybride. Là, je vais être plutôt dans l'utilisation d'un cloud privé, qui soit on-premise ou externalisé, mais par contre, avec un partage de ressources, c'est la flèche bleue que vous avez sur le schéma, pour profiter de mes différents types de cloud, pour faire du débordement, de stockage ou de calcul. Et si on reprend une analogie qui est fréquemment utilisée pour essayer de définir le cloud, qui est l'analogie hôtelière, on va dire, eh bien, en fait, le multi-cloud, c'est tout simple. C'est finalement, vous avez la carte Gold de la chaîne A et vous avez la carte Platinum de la chaîne B. Et donc, vous pouvez, au cours d'un même séjour, passer d'une chambre de la chaîne A à une chambre de la chaîne B, où vos collaborateurs peuvent simultanément être dans la chaîne A ou la chaîne B. Voilà. Et puis, l'hybride, c'est encore plus simple. Vous avez finalement un séminaire de direction qui s'est étendu et vos capacités en interne ne sont pas suffisantes. Eh bien, comme vous avez un partenariat avec la chaîne C, vous louez une salle de séminaire dans cet hôtel ou une salle de visioconférence, et ça tombe bien parce que les outils de vidéoprojection et d'amplification sont les mêmes que les vôtres. Voilà. Merci beaucoup François. Jean-Paul, quels sont les critères internes ainsi que les angles et usages à prendre en compte pour avoir une bonne gouvernance multi-hybride cloud selon toi? Jean-Paul?
Ah, pardon, j'étais en mute. Donc, je recommence. Donc, effectivement, on a, dans les discussions, les échanges qu'on a avec tous nos clients, finalement retenu un certain nombre de critères qu'on a qualifiés critères internes, qui sont ce que les entreprises vont vouloir mettre en œuvre, quels sont leurs besoins, quelle est leur réalité, quelle est leur maturité. Et on en a retenu 6 qui nous paraissent être les principaux. Et donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième, on va le voir, c'est les angles et l'offre qu'on va trouver sur le marché. Alors, sur les critères internes, on a à nouveau, on en a retenu 6 et on a commencé par le critère RH parce qu'on considère qu'il est fondamental. Et c'est l'un des sujets sur lesquels on pense que, d'abord, il n'est pas forcément toujours bien mis en avant dans la réflexion. Et puis, il est critique dans la manière dont on va pouvoir vouloir consommer les différents types de cloud qu'on va pouvoir trouver sur le marché. Donc, on a mis les RH en premier. Les RH, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les ressources IT dont on dispose pour, utiliser les clouds. Et là, on va plutôt penser aux développeurs, à ces populations-là. 2, pour faire tourner et optimiser et maintenir justement un vrai contrôle et une vraie gouvernance opérationnelle et technique des différents types de cloud. Quand on dit RH, c'est aussi pas que les ressources internes, c'est aussi les ressources externes. Et donc, évidemment, on va avoir dans toutes les entreprises des partenariats existants pour les projets, la digitalisation, l'application support, et évidemment faire tourner les infrastructures. Et dans tous les cas, il va y avoir des contextes, mais alors vraiment incroyablement et fondamentalement différents d'une entreprise à l'autre. Et là, finalement, la notion de secteur est assez peu un critère différenciant. C'est vraiment l'histoire de chacune des entreprises qui va être importante. Et donc, il faut vraiment s'assurer que les différentes équipes vont être capables de piloter, d'accompagner, de faire les bons choix, d'adhérer aux différents types de cloud qu'on va vouloir choisir. Et donc, c'est un bon moment d'ailleurs pour revisiter les DSI, les DRH et leurs équipes, la GPEC, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, qu'on va mettre en œuvre au sein des équipes. Donc, on a peu de temps, donc on ne va pas passer trop de temps sur chacun des sujets, mais évidemment, le deuxième sujet, c'est les technologies, l'existant. Est-ce que j'ai un existant qui est plutôt Unix au sens large, Microsoft au sens large ou d'autres? Est-ce que j'ai déjà mis en place des containers? Est-ce que j'ai du mainframe? Est-ce que j'ai du SAP, etc. Donc, les technologies existantes et évidemment cibles. La compliance, que je mettrai en premier, et j'en ai parlé, et la sécurité. Il y a des contraintes de sécurité qui vont être très différentes d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Mais donc, il est évidemment clair que la sécurité est un critère discriminant. Les métiers. Les métiers vont avoir des besoins très différents. Et alors là, d'un secteur à l'autre, de type j'ai besoin de plus ou moins de variabilité, saisonnalité, j'ai besoin de tel type de service level, j'ai besoin de pouvoir répartir des charges de travail sur les 3 continents, enfin sur les 3 plaques géographiques, plutôt de continents, pardon, c'est plus que 3, etc., etc. Et donc les métiers vont eux aussi devoir définir et alimenter avec leurs besoins. B2B, B2C, c'est clair que ça influe énormément, B2B, B2C aussi, etc. L'élasticité est un sujet. Et à nouveau, comme je disais, de vrais besoins d'élasticité, ni plus ni moins. Et puis, tous les inducteurs de coûts et la manière dont on va vouloir relier les coûts du cloud aux coûts des produits par une analyse de la valeur, souvent dans les entreprises, elle est évidemment fondamentale, notamment lorsqu'on va vouloir utiliser le cloud pour la digitalisation. Voilà les 6 grands critères qu'on a retenus.
Et puis donc les axes, les angles et usages qui vont être utilisés par nos clients pour mettre en place leur gouvernance et donc justement faire les choix et cette gouvernance. Ils vont être plutôt sur le type de solution et c'est ce que François va vous présenter maintenant. Évidemment sur tout ce qui est topologie et localisation et pourquoi. Tout ce qui est sécurité et compliance, mais qu'on retrouve évidemment sous les angles très techniques, les plateformes et les technologies, les services et les transformations, tout ça étant en fait une bonne analyse de l'offre du marché et comment je vais utiliser ces six axes, ces six angles de connaissance du marché pour faire la bonne gouvernance et faire les bons choix. François ? Merci Jean-Paul. Donc effectivement, comme tu le rappelais à l'instant, le premier axe, c'est véritablement l'axe solution. Donc qu'est-ce que dans la cible et dans mes choix de cloud, quel est l'impact finalement des solutions, donc partant de mon existant? Est-ce que je suis plutôt dans une prolongation, une externalisation aujourd'hui d'une infrastructure déjà virtualisée ou non? Et ma cible va plutôt être donc du IaaS, soit pour une fin de vie applicative et une réécriture ultérieure dans d'autres types de technologies, soit parce que c'est véritablement mon cœur métier. Donc là, c'est naturellement, on va dire, le choix, bien sûr, de l'informatique, si j'ai déjà du IaaS, ou selon comme tu le rappelais Jean-Paul, selon les compétences et je dirais les matrices de compétences qu'on a en interne, la capacité ou pas à aller au-delà de cette infrastructure IaaS. Donc, au-dessus du IaaS, toute la partie PaaS et CaaS. Donc là, on est plutôt dans un choix, on va dire, de technologie plus nouvelle, qui transforme plus le legacy. On va retrouver toute la problématique DevOps, DevSysOps, nouvelle gestion de cycle de vie. Donc là, c'est typiquement tout le cas de nos clients et des entreprises qui ont déjà mis en place, par exemple, des Digital Factory qui vont s'orienter vers ce type de solution qui s'appuie, bien sûr, sur le IaaS sous-jacent et qui peut parfaitement cohabiter avec les autres types de solutions. Et puis, on a naturellement aussi, je dirais, souvent pour le choix des métiers ou des directions financières avec le soutien de la DSI, où là, on souhaite s'orienter vers des solutions directement SaaS, type, je le disais tout à l'heure, suivi des notes de frais, des voitures de fonction, voilà, tout ce qui, par analogie technique, pourrait s'apparenter presque à un service ou un microservice, selon la taille et le nombre de personnes à servir dans l'entreprise, mais pour lequel, effectivement, le rationnel coût-efficacité va être peut-être de s'orienter vers ce type de solution. Donc, des solutions variées qui sont à mettre en regard des besoins, donc qui vont nécessiter forcément une cartographie fine des besoins à l'instant T et d'une gestion du cycle de vie des besoins, car les besoins évoluent, bien sûr, et vous le savez, plus que nous, surtout en cette période difficile. Next. Voilà, on parlait localisation aussi. Effectivement, un élément important dans le choix et dans les décisions de gouvernance du cloud. Donc, d'abord, on le rappelle sur les trois typologies de cloud, cloud interne, cloud dédié, externalisé ou cloud externe. Et au-delà de ça, donc on va être sur les problématiques de localisation strictement des données. Est-ce que mes données ont besoin, pour des contraintes légales, de rester et d'être localisées en France? Est-ce qu'elles peuvent être localisées en Europe? Est-ce que leur localisation finalement m'importe peu parce que ce sont d'autres critères de type latence et niveau de service qui sont importants pour moi? Voilà, donc il faut poser ces éléments de choix. Ensuite, bien sûr, une étape très importante et longue, mais sur les aspects de classification des données.
avec ce qu'on remarque comme étant une bonne pratique de ne pas multiplier finalement les niveaux de données. Et l'expérience nous montre que 3 à 4 niveaux suffisent largement pour permettre derrière de faire les bons choix en matière de cloud. Sur les contraintes de localisation, on va aussi trouver un critère un petit peu mixte entre solutions et technologies qui vont être autour des contraintes de latence, donc induits par ces problèmes de localisation. Mais est-ce que mon activité consiste dans des activités temps réel et hautement transactionnelles où j'ai besoin de temps de réponse excessivement court, ou est-ce que je suis plutôt dans des solutions, dans le choix de solutions pour faire du big data ou du machine learning, donc où finalement j'ai besoin de beaucoup de données à amener dans ce cloud, et puis c'est le cloud qui va traiter l'essentiel et pour me restituer un résultat entre guillemets presque différé. Ça peut être aussi les problématiques edge et cohabitation entre plateformes edge et plateformes centralisées. Donc la localisation, elle doit tenir compte aussi, et Jean-Paul le rappelait, des besoins d'élasticité. Et donc là, il faut aussi se rendre à l'évidence de l'impact sur le modèle économique que peut représenter l'élasticité. Donc il faut être très précis sur les critères à la fois de croissance et de variabilité de ce qu'on va vouloir mettre dans le cloud. Donc ça, il faut être voilà, précis là-dessus parce que ça peut être très, très impactant. Et puis, au-delà de ça, donc ça peut être aussi le modèle de prix qui peut être ou pas garanti selon telle ou telle localisation. Next. Autre aspect important et même fondamental dans la gouvernance du cloud et les choix de solutions et de mise en œuvre, donc autour de l'intégration du réseau, parce que finalement, le réseau devient la pierre angulaire du dispositif, parce que je vais faire reposer tout ou partie du SLA final, et en tout cas à la fois de la disponibilité du temps de réponse vu de mon utilisateur, qui est en ce moment chez lui, et bien sûr la qualité, la disponibilité et la gouvernance du réseau entre moi, le data center de mon entreprise et les différents clouds. Donc, parmi ces critères autour de l'intégration avec les réseaux, bien sûr, on l'a dit, les problématiques de latence, les problématiques volumétrie de données versus transactionnelles, les problématiques trop souvent ignorées de prix des flux sortants et parfois entrants chez certains cloud providers. Donc là aussi, il y a un effet, il peut y avoir des effets boomerang ou des effets de facturation un peu douloureuse sur l'utilisation non prévue de bandes passantes. Et puis, bien sûr, je l'évoquais à l'instant, les SLA, les engagements contractuels que je vais pouvoir avoir sur mes différents fournisseurs de cloud. Au-delà de ça, l'évolutivité des plateformes techniques telles qu'elles me sont proposées, soit en interne, soit en externe. Je pense ici en particulier à l'arrivée du SD-WAN. Donc voilà, il faut poser l'ensemble de ces éléments, voire y compris d'ailleurs des offres externes de network as a service qui se développent aussi aujourd'hui sur le marché et qui permettent de finalement d'acheter du réseau comme aujourd'hui on achète ou on utilise du cloud. Donc en fonction des besoins, et là encore il faut être capable de mettre des chiffres en face de tous ces éléments. En face de ces besoins, on a aujourd'hui la palette de solutions qui doit permettre d'y répondre en termes de réseau, sans oublier bien sûr la capacité du ou des fournisseurs, y compris de cloud et de réseau, qui doivent pour le coup travailler étroitement ensemble à proposer le meilleur niveau de sécurité
Je pense en particulier à tous les choix de sécurité entre du firewall dédié au virtuel, par exemple, ou des dispositifs pour contrer des attaques DDoS via des solutions cloud. C'est ce qu'on appelle chez nous la sécurité pour et par le cloud. Next. Eh bien, justement, on parlait de sécurité. Donc la sécurité, un élément plus qu'essentiel au regard de l'actualité, de la montée en puissance des différentes plateformes, en particulier liées à la crise. Donc un besoin en sécurité croissant, donc que ce soit qui vont fortement impacter les critères de choix, de fournisseurs de plateformes, de fournisseurs de services, mais aussi de choix dans le type de solution que je mets dans le cloud et à quel endroit. Donc, on revient sur les problématiques de classification de données. On revient, et Jean-Paul l'a évoqué déjà longuement, sur les problématiques de certification métier et d'auditabilité des plateformes. Mais au-delà de ça, c'est aussi la capacité des plateformes d'un point de vue, on va dire, pratico-pratique sur la sécurité, à garantir bien sûr la sécurité périmétrique du data center, des serveurs de ce cloud, du stockage, chiffré, non chiffré, comment, en venant avec ses propres clés ou pas. Et au-delà de ça, d'intégrer donc l'ensemble des dispositifs dans la protection événementielle. On parle ici de SIEM, de SOC, de récupération en temps réel, de l'ensemble des traces de l'activité. Donc au fur et à mesure, on devrait voir apparaître le petit logo, ESARIS, qui est notre référentiel et notre méthodologie d'analyse sécurité pour l'ensemble de nos plateformes, pour l'ensemble de nos clients. Voilà, donc bien sécuriser ces clouds. Donc chacun des clouds et bien sûr les échanges entre les différents clouds. Je ne reviens pas sur ce que Jean-Paul a évoqué, mais on pourrait rester longuement aussi sur les critères et la sensibilité au Cloud Act ou à certains éléments. Un point important à noter cependant, c'est le besoin donc de se rapporter à des certifications, que ce soit SecNum Cloud ou ses équivalents européens, comme on peut nous, T-System, avoir sur tout partie de nos clouds, les équivalents BSI C5 par exemple, pour la partie cloud public ou différents niveaux. Donc là aussi, on attend, et peut-être que la crise va être l'occasion d'accélérer au niveau européen sur une méta-normalisation qui aille au-delà des spécificités nationales. Alors, autre critère important de choix, donc autour des plateformes et des technologies et des environnements, c'est finalement qu'est-ce qu'on va trouver et de quoi a-t-on besoin et qu'est-ce qu'on va trouver chez les différents providers de cloud en termes de nouvelles, entre guillemets, maturités, en particulier dans la gestion des cycles de vie et des modèles de facturation. Donc, aujourd'hui, est-ce que je dispose, dans l'état actuel, de ma transformation numérique, d'une CMDB parfaitement à jour et est-ce que demain, dans un move to cloud, je suis en mesure de continuer à avoir, quelle que soit la localisation des services, leur externalisation et l'externalisation des données, est-ce que je continue d'avoir une gestion parfaite du cycle de vie de mes infrastructures, y compris que ce soit dans un cycle de vie classique ou dans un cycle de vie DevOps. Et est-ce que tout ceci se met dans un continuum de services qui aille depuis le helpdesk pour mes utilisateurs finaux jusqu'à
jusqu'au disaster recovery, par exemple, sur les différents clouds. Donc ça, c'est important d'avoir ces éléments en tête dans les choix, parce que finalement, on l'oublie souvent, mais le passage en mode cloud, on est finalement passé souvent d'une IT relativement centralisée et opérée de manière globale avec des années d'expérience dans la supervision, dans le monitoring, à des plateformes, on va dire, plus diverses par nature. Et le schéma que vous avez sous les yeux en est un bon exemple, hein, où on mixte différentes technologies, différents cloud providers pour assurer des services de qualité. Eh bien, si on n'a pas la réconciliation à différents niveaux de l'ensemble de ces clouds pour recomposer des vues cohérentes en termes de supervision, de monitoring, on perd quelque part en qualité de service et en suivi. Next. Voilà, donc justement, sur les services et les SLA, vous avez vu apparaître le petit logo Zero Outage, qui est la méthodologie qu'on a développée, qu'on a mis au point et qui est maintenant un standard reconnu par la profession, hein, qui fait l'objet d'un... Vous pouvez aller sur le site zero-outage.com. Donc c'est vraiment une méthodologie et la garantie pour nos clients d'avoir un niveau de standardisation, que ce soit les plateformes IT, que ce soit les compétences du personnel, que ce soit les processus ou la sécurité, qui garantissent le zéro défaut dans l'ensemble du cycle de vie applicatif. Donc c'est vraiment important d'avoir, et on voit bien que le cloud nécessite ce besoin d'automatisation le plus poussé, parce que finalement, il va falloir tirer parti de l'ensemble de ces plateformes, et seule une automatisation importante et une standardisation permet de tirer le meilleur de chacune des plateformes. Next. Voilà, donc au-delà de ces éléments techniques, ce que vous devez rechercher, c'est effectivement un ensemble de providers qui vont aussi pouvoir être capables de répondre à un certain nombre de critères en matière de niveau de service, que ce soit sur les SLA proprement dit ou sur les données, en termes de pénalités, de risques liés à la perte de données. Alors, je ne parle même pas des aspects de réglementation d'accès aux données, ça c'est évident. Ensuite, on va avoir bien sûr toute la capacité de ces opérateurs de cloud et de ces solutions à être réversibles, que ce soit d'un point de vue entre guillemets technologique, en étant le plus neutre possible, ou bien sûr au niveau des données et des exit fees, par exemple, sur différents niveaux de service. Et puis, bien sûr, d'avoir le niveau de granularité et de facturation qui vous permet le bon suivi et les bons choix. Et donc, que ce soit, et c'est là je dirais le nerf de la guerre de demain, la notion de Managed Cloud Services, donc de services managés sur le cloud, parce que finalement, le cloud provider, même si c'est, on l'a vu, il y a énormément de critères pour arriver à faire des choix, mais une fois ce choix abouti, ça n'est que, je dirais, la première étape du voyage qui se termine. La deuxième, c'est vraiment d'aller vers du Managed Cloud Service pour avoir la capacité de gérer de manière transparente ces services, quel que soit le cloud provider. Et on va le voir sur la suite, sur le prochain slide. Voilà, le besoin, un petit résumé sur le rappel du besoin finalement de gouvernance d'ensemble, parce que ce qu'on a dit précédemment,
on peut le dire de manière unitaire sur chacune des briques et chacun des clouds, mais ce qui compte demain pour vous, c'est la capacité d'avoir une vue, je dirais, centralisée et une gouvernance centralisée de l'ensemble de ces clouds et de l'ensemble des services managés, quelle que soit la plateforme sous-jacente. Le tout avec un contrôle des coûts, une granularité qui permettent à la fois les problématiques de refacturation interne, mais aussi de challenge des différents providers, dans le respect de la sécurité et dans le respect des règles de compliance que vous aurez définies, à la fois des règles de compliance propres à chacun des clouds et celles que vous souhaitez mettre bien sûr au-dessus pour qu'elles deviennent communes à l'ensemble. Quelques exemples pour que ce soit un petit peu visuel sur la gouvernance ou le monitoring. Donc, voilà, on travaille beaucoup avec différents fournisseurs de solutions, que ce soit ServiceNow, que ce soit Grafana, que ce soit CloudCheckr et bien d'autres, mais pour permettre justement de développer l'ensemble de ces services de supervision et de management multi-cloud. Merci François. Jean-Paul, un mot peut-être sur la transformation que cette gouvernance implique dans les entreprises. Oui, effectivement. En fait, ce qui est important aussi, au-delà de tout ce que vient de dire François, c'est qu'il ne faut pas oublier deux choses. Un, qu'il va falloir y aller. Et donc, y aller, ça veut dire déjà bien connaître son existant, donc avoir une CMDB à jour, qu'elle soit technique et ou applicative, et si possible, les liens entre tout ça. Deux, de faire une évaluation de la complexité de migration. Donc, on parle de cloud assessment en général. Et effectivement, on a des offres qui accompagnent ce genre de choses. Mais aussi de voir comment on y va, qu'est-ce qui est prioritaire, quels sont les coûts, les durées, quelles sont les fenêtres de maintenance possibles. On sait bien à quel point il est difficile de tenir ça du business souvent. Donc là, il y a un vrai gros sujet qu'on a appelé Cloudifier, donc de migration, transition et transformation vers le cloud. Et puis le deuxième, c'est plus orienté sur le développement agile, sur le DevOps, sur ce que Gartner appelle la modalité 2, bien mettre en place une méthodologie, des outils de développement agile, de mise en production continue, etc., qui permettent évidemment, sur tout ce qui est, alors là, pour le coup, digitalisation, IoT, blockchain, IA, ces sujets-là, pouvoir mettre en place des développements qui fassent le plus appel possible aux microservices et aussi, évidemment, qu'ils soient le plus portables possible pour pouvoir justement bénéficier d'offres de type hybrid cloud. Next. Donc, en résumé, on a vu au début qu'il y avait un certain nombre qu'on a appelé de sujets, qu'on appelle les critères internes. Donc là, vous avez les 6 principaux qu'on a retenus. Et puis donc, ces 6-là vont nous permettre, next, de mettre en place une gouvernance sur ces 6 sujets. Et donc, sur ces 6 sujets, on va avoir à mettre en place les 6 critères de choix des offres du marché qu'on va voir dans le slide suivant. Pour rappel, donc les solutions, localisation, sécurité, compliance, plateforme et techno, les services, les SLA, les contrats, et puis tout ce qui est transformation. Et évidemment, on a 6 axes de critères et 6 angles. Donc on pourrait se dire qu'il y a 36 sujets à mettre en place. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, nous, on pense qu'il y en a plutôt 18 qui sont les croisements où les sujets métiers existants de l'entreprise et ses propres contraintes s'appliquent plus ou moins bien sur les critères de choix. Et donc finalement, si on va sur le suivant, on va se rendre compte que voilà, on a des critères qui ont plus ou moins de pertinence selon les différents axes d'analyse et que du coup, on se retrouve finalement avec 18 sujets qui sont 18 projets normalement, 18
comme on dirait dans le langage agile, squad, donc des sous-projets au sein de ce projet global de gouvernance, qui doivent être mis en place avec évidemment des équipes qui vont être différentes, hein, selon qu'on va travailler sur le sujet ressources humaines ou sur le sujet coût, sécurité. Évidemment, il y a des équipes, mais pour le coup, sur chacun de ces axes, de ces angles, on va pouvoir, de ces critères, on va pouvoir avoir des équipes assez homogènes sur l'ensemble des consommations du cloud. D'où l'intérêt aussi de mettre en premier ce qu'on a mis là en magenta, qui sont les titres de chapitre. Et donc, évidemment, nous, ce qu'on voit et ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne nos clients pour, un, mettre en place cette gouvernance, et deux, surtout, la mettre en œuvre par rapport au choix qu'on fait. Et si on revient sur le slide global, bien évidemment, le slide global que vous avez vu avec l'ensemble de l'offre, c'est bien évidemment l'offre T-System sur chacune des plateformes, des topologies et des profondeurs de niveau de service qu'on va pouvoir amener au marché. Donc voilà, on avait peu de temps, on a même dépassé de 2 ou 3 minutes. On voulait faire avec vous une première vue d'avion de ce que c'est que la gouvernance, de sa complexité, mais aussi de sa richesse et de son importance. L'offre est complexe, la réalité de chaque entreprise est complexe aussi. C'est pour ça que nous, on pense qu'il faudrait qu'il y ait une squad sur chacun de ces sujets, de ces 18 sujets, avec ses propres KPI, avec des workshops qui soient dédiés pour éviter trop de monde dans chaque équipe et dans chaque sujet, et avoir une forme à la fois de structuration de la démarche en amont, et évidemment pendant la durée de consommation de ces offres, parce que bien évidemment, ça a déjà commencé depuis longtemps. Et donc, il y a des workshops dédiés, mais par contre avec une consolidation. Et nous, ce qu'on pense, c'est que cette consolidation, elle doit, sous des formes de plus en plus digérées, remonter jusqu'au COMEX, puisqu'on voit bien qu'on va parler de business, on va parler de ressources humaines, on va parler de technologie, de digitalisation. Et donc, on pense, nous, que cette gouvernance globale du cloud doit faire l'objet d'un point régulier en COMEX. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Christophe, Oui. J'ai cru voir que vous aviez des questions. Tout à fait. Alors, on a reçu plusieurs questions auxquelles on va se faire un plaisir de répondre. Mais avant cela, on avait un tout petit sondage qui va prendre 30 secondes environ à vous faire remplir, avec 4 questions. Je vous laisse en prendre connaissance. Là, vous avez qu'à scroller un petit peu, descendre pour pouvoir y répondre. Donc, première question, avez-vous au moins une solution de cloud dans votre entreprise? Oui, non, ne sait pas. Donc, ça, c'est l'introduction. C'est un peu provoque hein, comme question. C'est pour se chauffer, en fait, c'est ça? C'est pour se chauffer, exactement. Les questions d'après sont un peu plus compliquées. Avez-vous une stratégie du multi-cloud dans votre entreprise? On reste encore assez simple. Puis, ensuite, ça devient un peu plus compliqué. Enfin, plus compliqué, c'est à vous de décider quels sont, selon vous, les 3 principaux critères internes à prendre en considération pour une gouvernance réussie. Question à choix multiples. Et enfin, dernière question, quels sont, vous, les 3 principaux angles et usages à prendre en considération pour une gouvernance réussie? Je vous laisse quelques instants pour y répondre et puis on va commenter tout ça avant de répondre à toutes vos questions. Et on vous laisse 15 secondes, c'est assez rapide. Je vois le taux de remplissage au fur et à mesure, donc j'attends encore un petit peu. Allez, 10 secondes et je partage les résultats. 3, 2, 1 et je vois que ça s'accélère. Je patiente un tout petit peu. Bon, je mets fin au sondage et je partage les résultats. Jean-Paul, peut-être un petit commentaire par rapport à ce que tu peux voir ici. Bon, première question, on va l'aborder, on va y répondre vite, heureusement. Oui, j'aurais été étonné qu'on ait eu de nouveau, c'était pour se chauffer. Plus intéressante la deuxième. Oui, déjà une stratégie multi-hybride cloud dans l'entreprise, 27%. Non, mais c'est prévu. Non, et pas à court terme. Donc, ça serait intéressant d'échanger avec ceux qui ont mis non et pas à court terme, parce que effectivement,
malheureusement, je dirais c'est un pis-aller, le fait de faire du multi-hybrid cloud. Et nous, on est convaincus que ça va durer encore quelques années. Donc, je pense que c'est intéressant de voir qui est concerné. Il y a évidemment un sujet, on va y revenir, sur la taille d'entreprise. Alors, les principaux critères internes qui ont été choisis, donc je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'écarts, mais je ne suis pas forcément étonné. Sécurité et compliance en premier, loin devant les autres, 91%. RH et technologie, 64%. Les métiers, 45%, même si c'est finalement eux qui vont être les consommateurs ultimes du cloud, parce que tout ce que fait l'IT, c'est fait pour les métiers quand même. C'est vrai que par contre, il y a peut-être moins d'impact fondamentaux des besoins et des variabilités des besoins en fonction des métiers. On voit même d'une industrie à l'autre. Donc au sein des métiers, il n'y a peut-être pas tant d'importance que ça. Les besoins d'élasticité, 18%, c'est très intéressant que vous ayez répondu ça, parce que je pense qu'il y a encore 3 ou 4 ans, vous auriez répondu au-delà de 60%. Et je pense que ça, c'est une forme de maturité du marché. Tout le monde se rend compte que finalement, les apports majeurs du cloud sont plutôt justement autour de la sécurité, autour de l'impact sur la manière d'approcher l'IT, évidemment sur les apports technologiques. Et puis les coûts, 50-50, c'est pas mal. Là aussi, si on revenait quelques années en arrière, finalement, les principaux qui auraient été mis en avant à nouveau, ça aurait été les coûts et l'élasticité. Donc je pense qu'on voit bien que la maturité du marché par rapport à la consommation du cloud augmente. Et puis sur la question 4, la sécurité, il y a une forme de cohérence. Les services et engagements, je peux être que totalement d'accord. Finalement, pour moi, c'est bien aussi le deuxième critère le plus important. Parce que derrière ça, il y a justement tout ce qui va tourner autour de la consommation, de la capacité à bien utiliser, bien consommer le cloud. Et donc, de pouvoir s'assurer qu'on ne part pas à l'aventure et qu'on va avoir les bons services au bon niveau en fonction de ses propres capacités, notamment en RH, pour consommer. Et puis après, on trouve un peu à égalité, évidemment, les solutions, les localisations, la topologie, c'est un vrai sujet. Et puis, la transformation, 18%. Alors, c'est peut-être un sujet qui peut paraître assez annexe dans la gouvernance. Moi, je peux que vous alerter sur le fait qu'on va arriver ça beaucoup trop tard dans la gouvernance et la réflexion autour des choix du cloud. Nous, on ne peut que vous encourager à notamment vous assurer que votre CMDB est à jour, que vous savez jusqu'où vous allez pouvoir découpler vos différents périmètres IT. Et donc, on pense que ça serait pas mal de vraiment que ce soit un vrai chantier de gouvernance dès le début. Et je vous propose qu'on prenne les différentes questions qui sont arrivées pour les minutes qui restent, les 5 grosses dernières minutes. Alors, première question reçue, vous avez indiqué quel sujet aborder dans la démarche, mais pas le comment. Avez-vous une démarche? Si François ou Jean-Paul qui veut y répondre. Oui, pourquoi pas. Oui, bien sûr qu'on a une démarche. À nouveau, on a plutôt même des démarches. Démarche d'abord de workshop qu'on fait avec nos clients sur comment travailler chacun de ces sujets-là. Donc le fait de les avoir priorisés, sérialisés, c'est effectivement important. Et puis après, on a à nouveau une démarche autour de la transformation, dont on considère que c'est primordial. Là, chaque fois qu'on répond
à nos clients sur un besoin, quel qu'il soit, sur lequel on va mettre en œuvre une ou plusieurs plateformes d'ailleurs de cloud. On va avoir besoin de la majorité des questions et des sujets qui sont abordés là, avec de plus en plus de précision. Et effectivement, on serait capable de concevoir une plateforme multi-hybrid cloud pour un client qui aurait la réponse à toutes nos questions, et ce, en finalement assez peu de temps, voire très peu de temps. Et donc, il est intéressant que tout ça soit bien anticipé et que nos clients puissent s'appuyer sur cette démarche, y compris à nouveau les démarches dont on a parlé de migration et de transformation, Cloudify, par exemple, les démarches aussi de sécurité avec Ezaris, les démarches de SLA avec Zero Outage, de projets qu'on appelle chez nous Zéro Impact, Zéro Failure sur les projets, Zéro Impact sur les cybersécurités, etc. Donc tous ces sujets-là font appel à chaque fois à des concepts et à des approches et des démarches qui sont importantes. Okay. Deuxième question, autour plutôt de la sécurité. Là, peut-être François, tu vas pouvoir y répondre. La question était, vous laissez entendre que les fournisseurs de cloud sont plus sécurisés que ce qu'une entreprise peut faire elle-même. Pouvez-vous le prouver? Quels sont les engagements que vous prenez, par exemple, sur les données notamment? François, peut-être un mot là-dessus? Alors, le prouver, je dirais, c'est par définition jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que voilà, nos clients sont jusque-là protégés et bien protégés. Et c'est effectivement un des éléments essentiels. Alors, il se trouve qu'on est filiale effectivement d'un opérateur de télécommunications qui est un géant à l'échelle européenne et pour qui, bien sûr, la sécurité, comme pour nous, est plus que primordiale. Et il se trouve qu'on gère le SOC pour Deutsche Telekom. Donc, effectivement, on voit ce que peut être à la fois une surface d'attaque au niveau mondial et puis, je dirais, la variété et le nombre de menaces. Donc, on collabore, que ce soit au niveau CERT, au niveau, bien sûr, Advanced Cyber Defense, et puis concrètement sur chacune de nos plateformes, sur des remontées d'alerte en termes de SIEM vers les services SOC, services qui sont bien sûr accessibles à nos différents clients, à ceux qui le souhaitent, soit sous forme de service, soit sous forme de réintégration de tout ce qui peut être événement qui se passe sur les serveurs sur lesquels nous ont confié leur infrastructure. Donc ça, je dirais, c'est l'élément concret. Le deuxième élément, mais ça, c'est un petit peu une tarte à la crème de l'investissement IT, il est évident que les providers de cloud dont c'est le métier ont plus qu'intérêt à être à 110% à jour sur les aspects de sécurité, c'est évident d'une part, et que d'autre part, la variété, la profondeur des menaces fait que les investissements en termes de sécurité deviennent colossaux. Ça, c'est le premier élément. Donc, je dirais, des acteurs spécialisés ont cette capacité à investir, alors que ce n'est pas forcément le métier de base de chacun de nos clients. Ça, c'est le premier point. Et le corollaire de ça, c'est je dirais, l'aspect RH, que Jean-Paul évoquait tout à l'heure, avec la difficulté parfois de trouver et de retenir suffisamment de ressources en termes de cybersécurité. Il y a une vraie tension sur le marché de la cybersécurité. Merci François. Autre question. On sait que la gouvernance multi-cloud hybride est en effet un challenge actuel pour les grandes structures, type 440 avec de nombreux sites et régions. Pensez-vous que cette problématique s'applique aussi aux small business, medium business? Et si oui, de quelle manière versus les grands groupes? Une question plutôt taille d'entreprise.
Oui, effectivement, c'est évidemment une bonne question. Bon, d'abord, pour rappel, hein, nous, on travaille plutôt sur les entreprises au-delà de SMB, les grosses ETI et les grands groupes. Mais bien sûr, l'existence, c'est pour ça qu'on a mis aussi le sujet RH hein, en premier, c'est qu'on voit bien, on a des tailles d'entreprises quand même en face de nous, on va dire de 1 à 20, 50, donc beaucoup de variabilité aussi. Elles ont souvent le point commun d'être de plus en plus très internationales, et je suis d'accord, la topologie, les sites et régions est un sujet. Bien évidemment, l'existant va être normalement beaucoup moins varié, donc va imposer moins de choix de type multi-cloud, hybride cloud, mais on pense que la démarche reste valable en la simplifiant probablement pour des entreprises plus petites. Et dans tous les cas, pour éviter le darwinisme digital et pour éviter les effets boomerang avec des choix trop radicaux dans un sens comme dans l'autre. Je pense que c'est aussi une bonne approche. On avait une question qui peut peut-être faire un peu le lien par rapport à nos références. Est-ce qu'on aurait des références multi-cloud à présenter? Bon, tous nos clients sont multi-cloud. Donc, effectivement, l'hybride est beaucoup moins répandu. Hein, comme je le disais tout à l'heure, comme tu le disais François, c'est une chose qui embarque des technologies plus software et hardware plus exigeantes. Et puis surtout qui se justifie, la complexité se justifiant que si le besoin est réel. Par contre, le multi-cloud, oui, tous nos clients sont multi-cloud, tous. Ok. Autre question, et je ne sais pas si on aura le temps de tout prendre, il en reste quelques-unes. Question sur est-ce que tes systèmes ciblent aussi les marchés militaires ou télécoms critiques, par exemple les OIV, organismes d'intérêt vital? Alors oui, bien sûr. On fait 600 millions d'euros en informatique et en sujets classifiés. Donc c'est une activité importante pour nous. Et les OIV, oui, bien sûr, notamment en France. En France, on sert 5, 6, 7 OIV, je crois, sur leurs sujets critiques du cloud. Donc oui, bien sûr. Et évidemment, l'aspect, le fait qu'on soit un cloud, j'aime pas souverain, mais de confiance européen, puisqu'on s'engage sur la localisation des données en Europe, mais aussi sur les centres de services qui vont avoir accès à ces données en Europe. C'est un sujet qui fait qu'on a été choisi effectivement pour ces raisons-là par un certain nombre de niveaux. Ok, très bien. J'ai une des dernières questions sur les différences sectorielles. On a parlé grandes, moyennes entreprises, OIV, et la question est est-ce que nous constatons des différences sectorielles ou alors selon la nature de l'activité de l'entreprise? Alors oui et Alors non. oui, Vas-y alors. Vas-y François. non, bah, voilà, je te laisserai. Moi, je vais prendre le débat du côté technique. Oui, bien sûr, mais c'est presque vrai. Jean-Paul le rappelait, au sein de chacun de nos clients, dès qu'ils ont une taille ou voilà, différents secteurs d'activité au sein de l'entreprise, bien sûr, on voit des différences. Et donc, je le rappelais tout à l'heure, ça va plutôt être tiré aussi par la nature des données. Prenons un exemple tout bête, entre du transactionnel et puis du mode entre guillemets dataware ou du big data, mais c'est finalement pas du tout les mêmes contraintes techniques. Donc, on aurait tendance à dire naturellement que par exemple le secteur financier peut dans un premier temps être vu comme plus transactionnel. En fait, si on creuse un peu, on va s'apercevoir aussi de l'arrivée massive finalement du machine learning, par exemple, dans le monde bancaire. Donc voilà, à chaque secteur, finalement, on peut trouver des usages qui sont très différents et qui demandent, en tout cas en termes de topologie, l'architecture cloud et de services, finalement, une très grande variété. Donc la réponse serait partout, le besoin est multiple. Voilà.
Parfait. Merci, merci François. On en a presque terminé. Deux choses avant de se quitter. On a répondu à toutes les questions, mais si vous en avez d'autres qui arrivent, vous avez mon email, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller sur CEO Practice, notre blog de contenu, et laisser des commentaires, nous poser des questions, ou alors sur LinkedIn, évidemment, donc de multiples moyens de nous contacter et de nous poser vos questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu. Et avant de se quitter, je voudrais juste lancer un tout dernier sondage très rapide. Alors là, c'est vraiment pour savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes et si vous êtes intéressé pour avoir un autre webinaire qui rentre un peu plus dans le détail, notamment sur la mise en œuvre de la gouvernance. Je vous laisse répondre. Et puis ce webinaire, ce sera la fin de ce webinaire qui est passé finalement assez vite. On a dépassé un peu le timing. Et en tout cas, merci à tous de vous être connectés, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et on reste à votre disposition, bien évidemment, pour ces autres questions. Et potentiellement, si vous avez d'autres idées de webinaires qui vous paraîtraient intéressants, on sera heureux de regarder comment y répondre. Il y a deux webinaires, je pense, qui vont être prévus pour la suite. D'après la troisième question, j'ai l'impression qu'on va mettre sur pied un webinaire sur la mise en œuvre de la gouvernance, parce qu'on a pas mal de réponses qui vont dans ce sens. Et on a aussi un autre webinaire d'ici 4 semaines qui va être organisé autour de la sécurité, avec notamment François, que vous avez écouté aujourd'hui, et Sorina, une de nos collègues spécialistes sur la cybersécurité. Donc, on reste en contact et on vous envoie prochainement l'invitation. N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé. Eh bien, merci à tous. François, Jean-Paul, un mot de conclusion? Non? Non, bah, écoutez, à nouveau, je pense que c'est un gros sujet qui mérite toute notre attention à tous. Et merci de vous être connectés. Bonne fin de journée. Merci à tout le Merci monde. à Bonne fin de tous. journée.